vais vous parler de deux cardiopathies plus quelques-unes, mais surtout de deux cardiopathies dont vous devez faire impérativement le dépistage compte tenu des catastrophes qu'il peut y avoir derrière. Alors, situons un peu le problème. Il y a un tiers des cardiopathies qui sont mal tolérées à la naissance et qui vont nécessiter un geste d'urgence. C'est toutes ces cardiopathies où il n'y a pas d'adaptation à une circulation pulmonaire quand on est en aérien, et avec un effondrement des résistances vasculaires pulmonaires. Et bien sûr, ceci se produit au moment de la fermeture des shunts que vous connaissez bien. Je pense que la circulation fœtale n'a aucun secret pour vous. Vous savez très bien que le sang oxygéné arrive du placenta, donc on ne peut pas se servir des poumons. De toute façon, le fœtus étant dans le liquide, il ne peut pas se servir de ses poumons qui ne sont pas matures. Et donc ce sang oxygéné passe directement dans la circulation gauche par l'intermédiaire de deux shunts principaux qui sont le foramen aval et le canal artériel. Il n'y a pas forcément de corrélation entre l'importance de la cardiopathie et sa tolérance. Alors, nous, on est organisé en trois niveaux. Le premier niveau, c'est le dépistage. Le dépistage est un temps absolument fondamental. C'est celui qui sort le lapin du chapeau en disant « c'est pas comme d'habitude ». On ne lui demande pas forcément de faire un diagnostic, mais le fait déjà d'avoir sorti le fœtus en disant « celui-là, il ne me paraît pas comme d'habitude », le boulot est fait. Après nous, on est dans le deuxième niveau et donc on est tranquille, on est bien installé, on nous amène du café, on a des sages-femmes sympathiques autour de nous et qui nous disent « il faut regarder ça ». Donc c'est effectivement le moment où on va faire le diagnostic de la cardiopathie et du type de cardiopathie. Et puis le rôle du cardiopédiatre, c'est bien sûr effectivement de voir si on est raccord sur le diagnostic, le cardiopédiatre qui fait la cardiopathie fœtale, et puis surtout de dire voilà, cet enfant, compte tenu de telle cardiopathie, va nécessiter telle prise en charge et il peut accoucher à tel endroit, c'est-à-dire dans une maternité d'origine de type de niveau 1, où il faut qu'il soit impérativement dans un centre de niveau 3, et même plus dans un centre de niveau 3 où le cardiopédiatre soit sur place au moment de la sortie de l'enfant. Et donc c'est le cardiopédiatre évidemment en salle de naissance. Alors je vais vous parler donc de deux cardiopathies, la transposition des gros vaisseaux et le retour veineux pulmonaire anormal total. Qui sont ces deux cardiopathies qui me paraissent les plus à risque. Un, de passer à côté si on ne fait pas bien son boulot, et deux au moment de la naissance avec les soucis que ça peut provoquer. Alors, dans une transposition des gros vaisseaux, nous avons une compatibilité auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire que l'oreille droite est bien en face du ventricule droit, l'oreille gauche est bien en face du ventricule gauche. Là où ça va plus, c'est la concordance ventriculo-artérielle. C'est-à-dire qu'au lieu que l'artère pulmonaire parte du ventricule droit, elle part du ventricule gauche, et l'aorte, au lieu de partir du ventricule gauche, part du ventricule droit. La forme la plus typique, c'est quand l'aorte se trouve en avant, et ce qu'on appelle donc à droite, et ça s'appelle une DTGV, peu importe l'importance D ou LTGV, retenez que, évidemment, concordance ventriculo-artérielle non assurée, et donc un vaisseau passe de l'autre côté par rapport à l'autre. Alors, quelques généralités, c'est quand même 5 à 7% des cardiopathies congénitales, c'est environ 0,3 pour 1000. C'est 2 garçons pour une fille, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Il y a assez fréquemment des communications interventriculaires, 30 à 40% des cas. Il y a le point très important, et notre ami cardiologue nous en parlera, la taille du foramen est un élément important pour ce qui va se passer à la naissance. Il y a parfois des sténoses pulmonaires associées. Il n'y a pas d'anomalie chromosomique sur les transpositions, virgule, simples, en lettres importantes. OK, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une transposition simple des gros vaisseaux, avec aucun autre signe associé,
on ne fera pas forcément de cariotype. Une fois que j'ai dit ça, je trouve qu'on fait quand même beaucoup de cariotypes pour beaucoup de choses, et je trouve que faire un cariotype en plus sur une transpo, si on n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit parfaitement simple, ça me paraît vraiment pas un scandale, d'autant plus qu'on sait bien maintenant que la myosynthèse et le risque de la myosynthèse ne sont pas ceux qu'on nous a vendus à une époque. Alors, en fait, je vais reprendre ce que j'ai fait en live depuis hier, c'est-à-dire que je vais faire une analyse segmentaire, la position fœtale, le situs abdominal, l'identification des cavités et en particulier des ventricules, l'identification des vaisseaux partant des cavités. Vous savez bien que seule l'artère pulmonaire se bifurque, et ce qui est un moyen de la repérer. Et je vous en supplie, arrêtez de vous dire si les vaisseaux se croisent, tout va bien. C'est archi faux. C'est un truc qui date de l'époque où nos amis cardiopédiatres qui nous ont enseigné la cardiologie, Laurent Fermont, Jérôme Lebidois, tous ces gens-là qui sont extrêmement brillants, nous parlaient de cardiologie. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, eux étaient basés sur leur expérience post-natale. Et en post-natale, on tourne autour du bébé, et donc on peut se mettre dans des plans où effectivement on voit très bien que les vaisseaux sont parallèles dans une transposition des gros vaisseaux. Ce n'est pas les plans de dépistage que nous utilisons, nous, en anténatal. Et ça, c'est extrêmement important, et je vous montrerai quelques images, et vous verrez que ces vaisseaux, l'artère pulmonaire transposée et l'aorte transposée, se croisent. Donc attention aux signes du croisement des gros vaisseaux. Alors, en pratique, donc, la position fœtale, le situs abdominal, je ne vais pas y revenir, on a plus que largement parlé. Je vous ai aussi largement parlé de l'aspect des ventricules. On n'est pas un ventricule gauche parce qu'on est à gauche, on est un ventricule gauche parce qu'on a une morphologie de ventricule gauche, c'est-à-dire qu'on est plutôt long, lisse, on va à la pointe du cœur, c'est le point de repère, je dirais, initial de base. Et puis le ventricule droit, il est plutôt triangulaire, trabéculé, et sa pointe est obturée par la bande modératrice. Vous savez très bien, et je vous l'ai montré à plusieurs reprises dans les lives, qu'en fait, la seule façon d'identifier formellement un ventricule, c'est de vérifier la valve du ventricule en question. Si on a une valve mitrale, on est un ventricule gauche. Vous comprenez très bien que dans des pathologies de type hypoplasie ventriculaire gauche, il ne va plus à la pointe du cœur, il n'a peut-être plus tout la même forme, et donc c'est embêtant. Je vous rappelle que cette valve mitrale est une valve à 2 feuillets, c'est comme le chapeau du pape, hein, ou comme une bouche de poisson, et surtout que ce feuillet ici interne ne s'insère pas sur le septum, vous le voyez très bien ici. Et donc, ensuite, on va identifier les connexions ventriculo-artérielles. Normalement, le ventricule gauche donne naissance à l'aorte, qui est, comme je vous l'ai montré là aussi dans les lives, est un vaisseau à bord parallèle qui se dirige vers la droite. Le ventricule droit donne naissance à l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire a grosso modo un trajet antéro-postérieur, et surtout, cette artère pulmonaire, elle se bifurque, et il n'y a pas d'autre vaisseau qui se bifurque dans le thorax. Pour être tout à fait précis, elle se trifurque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux branches en fait, c'est comme ça, en triangle, okay, il y a les deux branches de l'artère pulmonaire et puis le canal artériel qui, en général, monte vers le haut. Alors, voilà deux exemples. Une vidéo à droite et un balayage à partir d'un volume de l'autre côté. Je vous ai mis la position des fœtus. Donc, vous êtes d'accord que la gauche est en haut. OK, et qu'est-ce qu'on voit à partir de ce ventricule ici, identifié comme ventricule gauche? Eh bien, un vaisseau qui se bifurque. OK, et de l'autre ventricule ici, un vaisseau avec un espèce de grand arc de cercle qui part de l'avant, OK, et qui ne se bifurque pas. Donc, l'aorte part du ventricule identifié comme ventricule droit. C'est une transposition des gros vaisseaux. OK, et vous avez ici un balayage d'une autre forme de transposition des gros vaisseaux. Et vous voyez, l'aorte est ici, elle part de l'avant, grand rayon. Okay, l'artère pulmonaire, on la voit ici. Et je vous ferai remarquer que l'aorte est comme ça, l'artère pulmonaire est comme ça. Ça se croise. Donc, le signe du croisement des gros vaisseaux, abandonnez-le. Voilà encore d'autres images, différentes images. Là,
Vous voyez, on a tête en bas à droite. Là, on regarde le foramen ovale, c'est intéressant. Et on le regarde à chaque fois, bien sûr. Et puis ici, mais on va y revenir, c'est peut-être une transmission qui est moins simple qu'elle y paraît. On peut évidemment utiliser du 3D. Et vous voyez que là aussi, vous voyez que les vaisseaux, eh ben, ils se croisent. Okay, ils ne sont pas du tout sur cette coupe-là. Je dis bien sur cette coupe-là. Ils ne sont pas parallèles. Et pour finir, un petit balayage là, voilà, avec l'examen segmentaire du cœur. Hein, c'est ce que vous faites. La consoeur qui est venue tout à l'heure à côté de moi, elle a vu que ma main ne bougeait presque pas. C'est une translation extrêmement minime. Je vous rappelle qu'à 22 semaines, le cœur est gros comme une olive, hein, et que vous avez un espèce de mammouth à la main qui est la sonde d'échographie. Donc vous devez vous déplacer extrêmement lentement et avec des tout petits mouvements. Vous pouvez très naturellement utiliser le stick. On l'a vu tout à l'heure, j'ai fait l'acquisition stick là pour le canal électroventriculaire. Et vous voyez que là, vous avez tous les plans et vous pouvez très bien, effectivement, sur ce seul stick, faire un diagnostic absolument certain. Alors, de temps en temps, il y a des TGV qui sont compliqués. Là, ici, on a ce qu'on appelle un straddling de la mitrale, c'est-à-dire que la mitrale passe à travers une communication interventriculaire. C'est plus une TGV simple. Et évidemment, on va faire dans ce cas-là un cariotype. Alors, le problème de la TGV, c'est qu'on va se retrouver avec deux circulations. Au lieu qu'elles soient en série, elles deviennent en parallèle. Et on comprend très bien que s'il n'y a pas un mélange au niveau d'un foramen ovale qui reste ouvert, eh ben, je vais dire, ça va mal se passer. Et je vais vous montrer quelques images. Je reviendrai après là-dessus, et puis surtout, notre confrère reviendra là-dessus. Ah non, ne dis pas qu'elle ne passe pas là. 2 minutes. Voilà, vidéo. Pourquoi elle ne démarre pas celle-là? D'habitude. Le son. C'est chiant. Si les plus vieux reconnaissent ce mec, c'est leur enfermement. Je suis désolé, je n'ai pas le son là. Pourquoi je n'ai pas le son? Attendez, c'était. Décidément, je n'ai pas le son. On a un petit problème là quand même hein, dans la connexion là, parce que normalement il y a du son là. Ah, vous voyez, en fait, ce bébé là, il est tout rose. Ok, vous avez vu qu'on est en salle de naissance ou à côté de la salle de naissance, qu'il y a tout le monde sur place. Donc il y a le cardiopédiatre qui est sur place, qui va donc faire une écho. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes échographes qu'aujourd'hui. Donc en fait, il va faire le traitement d'urgence que j'ai un peu passé. Ok, mais je vous remontrerai après l'image. On monte un cathéter pour aller réouvrir la communication normalement présente au niveau qui est des foramen ovales entre les deux oreillettes. Donc on va passer à travers ce foramen ovale fermé par la valve de Vieussens. On va aller mettre le cathéter de l'autre côté, gonfler un ballon et déchirer cette valve de Vieussens qui obstrue le foramen ovale et donc pouvoir comme ça permettre une oxygénation moins bonne, mais en tout cas suffisamment efficace pour permettre d'attendre ensuite une intervention dont je pense on nous parlera tout à l'heure. Je suis désolé, ça perd beaucoup de son importance. Vous voyez ici ce tout petit foramen ovale et on va avancer un peu la vidéo pour ne pas trop perdre de temps. Et vous allez voir que il est déjà moins bien là, regardez, vous voyez,
ses doigts commencent à être bleus. Ok, ça c'est... On a juste coupé le cordon, on monte le caté là. Voilà, là évidemment, avant Jean-Marc, c'est de l'intervention écho-assistée. Ok, on voit le bout du cathéter, on va le monter à travers, on va le passer à travers le foramen ovale et on va le gonfler de l'autre côté. Donc, voilà, tac, il est en train de passer, vous le voyez le cathéter là? Donc on a gonflé le cathéter, ok, et on tire, et voilà, et il est rose. Ok? Alors, clairement, si vous là, tous, dans la salle qui fait de l'échographie tous les jours, vous ne dépistez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne l'envoyez pas à un de vos confrères qui a l'habitude de voir des cardiopathies. Et si vous ne portez pas un diagnostic, vous ne pouvez pas prendre contact avec les cardiologues, vous ne pouvez pas faire naître à cet enfant un endroit adéquat, et manque de peau, ça va mal se terminer. Donc c'est vraiment un boulot qui est indispensable. Il faut que vous soyez capable au moins de dire c'est pas comme d'habitude. Alors donc ça je passe parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Deuxième pathologie, retour veineux pulmonaire anormal total. Pardon, j'avais enlevé le truc, voilà. Alors, en fait, c'est une absence de connexion des veines pulmonaires à l'oreillette gauche. Et quand ces veines pulmonaires ne sont pas connectées à l'oreillette gauche, elles se connectent en général dans une formation rétro-auriculaire qui s'appelle un collecteur. Il y a plusieurs types de retour veineux pulmonaire anormal total en fonction de l'endroit où se draine le collecteur. Et ce qui se passe, c'est que ce collecteur se draine lui-même par un canal. Si ce canal se bouche, eh bien, c'est fini. Il n'y a plus donc de retour veineux au poumon, pas d'oxygénation, mort assurée. C'est pas fréquent, mais comme disait mon maître Jean-Bernard, quelle que soit la statistique, quand c'est pour vous, c'est 100%. C'est grosso modo 1 pour 10 000. Il faut y penser particulièrement dans certaines pathologies. Vous savez, les syndromes d'hétérotaxie où vous avez une anomalie de situs, une anomalie de connexion entre les cavités cardiaques, en particulier dans les situations d'isomérisme droit. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est ça, et je vous en montrerai un. C'est en fait collecteur derrière l'oreillette gauche, non connecté à l'oreillette gauche, et c'est ça le point fondamental. Il y a un tuyau qui draine ce collecteur et ça va en général en infracardiaque et en général dans la circulation ombilicale. Vous ne pouvez faire de diagnostic que si vous faites un examen rigoureux, toujours le même, toujours dans le même sens, de façon à faire vos gammes. Il faut évidemment réaliser une coupe correcte des 4 cavités cardiaques et je vous suggère très vivement de voir au moins les 2 veines pulmonaires inférieures. D'ailleurs, vous savez bien que dans les critères de qualité d'une coupe des 4 cavités bien faite, on a 3 points, la pointe du cœur et les 2 veines pulmonaires inférieures. Alors attention au Doppler, le Doppler est un faux ami terrible. Et vous avez vu à plusieurs reprises dans les examens que j'ai faits, j'ai jamais mis le Doppler pour regarder les veines pulmonaires, hein, parce que je pense que c'est vraiment extrêmement dangereux. Alors vous voyez ici que on a un abord qui est quasiment apical du cœur et on voit très bien ces 2 veines pulmonaires inférieures. Je vous redis ce que je vous ai dit déjà à plusieurs reprises et que je redirai régulièrement. Il est mal placé, j'arrête. Je ne regarde pas le cœur. Je vais dire s'il a la pointe du cœur vers le bas, que la dame elle est un peu ronde, que le rachis donc évidemment est en avant et que, je ne sais pas, ça doit être une association assez fréquente, le placenta est antérieur et la dame a un BMI élevé, je vais dire c'est même pas la peine. Donc envoyez la dame se promener. D'ailleurs là on a une dame en ce moment qui est en train de marcher parce qu'elle était plutôt
de corpulence correcte, mais il était très mal placé. Et on me demande de donner mon avis sur une éventuelle cardiopathie. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire. Donc, elle se promène. Et pour vous, c'est pareil. Si vous avez une difficulté technique, faites autre chose que vous pourrez peut-être très bien faire. Par exemple, s'il a le dos en avant, rachisse les reins et tout ça, ok. Et puis si, avec un peu de chance, il va bouger. Et puis s'il ne bouge pas, c'est la dame qui bouge. Elle va manger un truc sucré, ok. Et vous allez vous en sortir. Alors, vous voyez que je vous ai mis 4 conditions pour le Doppler si jamais vous vouliez utiliser le Doppler. 1, la PRF doit être bien réglée. C'est des vaisseaux lents, donc il faut une PRF basse. Grosso modo, 13 cm par seconde, en général, ça va assez bien. Il faut le bon axe de tir. On a une bonne imagerie Doppler quand on tire dans l'axe du vaisseau. Donc, vous voyez que je vous ai mis un axe de tir ici sur ces veines pulmonaires ici supérieures. Il faut vérifier l'index, parce que si vous travaillez en équipe, il se peut très bien que le Gugus qui est travaillé avant vous ait inversé cet index. Okay, vous avez mis le bleu en haut et le rouge en bas, contrairement à la convention, et donc que vous soyez induit en erreur. Et puis, effectivement, il faut une continuité certaine entre les veines pulmonaires et l'oreillette gauche. Il n'y a rien de plus qui ressemble à une veine pulmonaire qu'une branche artérielle pulmonaire. Sauf que ce n'est pas le même sens. OK? Alors, moi, je serais vous, faites ce que vous voulez, moi, je serais vous, j'utiliserai pas le Doppler pour voir les veines pulmonaires. Alors, maintenant, en ce qui concerne une analyse détaillée, vous allez avoir quand même quelques petits éléments qui peuvent vous mettre sur la voie. Voilà une coupe normale 4 cavités, veine pulmonaire, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche. Et puis ici, à mon avis, vous devez avoir, quand vous mettez l'image, un espèce de réflexe, c'est pas comme d'habitude. Alors pourquoi c'est pas comme d'habitude? 1, parce que l'oreillette gauche, elle est petite. Bizarre. OK. 2, parce que la distance entre le mur postérieur de l'oreillette gauche et le rachis est tout à fait d'habitude. Donc ça, attention, ça doit attirer votre attention. Évidemment que là, si vous regardez finement, eh bien, vous voyez que vous avez effectivement des veines pulmonaires, sauf qu'elles ne vont pas dans l'oreillette gauche, qu'elles s'arrêtent derrière l'oreillette gauche dans un collecteur. Et donc voilà ici une vidéo qui vous montre un retour veineux pulmonaire anormal. Et vous voyez que la distance ici entre le collecteur et le mur postérieur de l'oreillette, c'est vraiment très très fin. Okay, donc si vous avez un Doppler qui bave un peu, c'est gagné. Hein. Vous avez le Doppler, il va baver dans l'oreillette gauche et vous allez vous faire avoir. Donc, essayez de ne pas utiliser de Doppler. Si vous en utilisez, alors vraiment, il faut qu'il soit particulièrement bien réglé. Il faut vraiment vous assurer que ce Doppler coule bien dans l'oreillette gauche pour dire qu'il n'y a pas d'anomalie du retour veineux. Et ce n'est pas toujours facile, j'en conviens volontiers. Je me rappelle très bien d'un cas qu'on avait vu avec Marlene Lévy et on avait discuté. La patiente avait été entre l'un et l'autre, 2 fois pour elle, 2 fois pour moi. Et effectivement, on a fini par se mettre d'accord. Moi, je pensais qu'il y avait un retour veineux pulmonaire normal. Elle avait un doute. Et finalement, on s'est mis d'accord. Mais vous voyez que parfois, ça peut être très difficile. Et vraiment, il ne faut pas hésiter, si on a un doute, à se mettre dans des conditions, soit de demander à quelqu'un qui est plus capé que vous sur le cœur, soit de demander à un cardiopédiatre, soit de revoir la patiente, tout ce que vous voulez. Mais vous ne devez pas rester en l'état. Vous ne pouvez pas rester en l'état. Vous devez avoir une idée précise, et on doit avoir une idée précise pour ce fœtus. Voilà d'autres images avec du TUI, et là aussi, ça nous permet d'avoir tous les plans les uns après les autres, et de très bien voir là ce collecteur en arrière. Alors, voyez, je vous ai dit à plusieurs reprises dans toutes les formations qu'on a fait, et là encore pendant ces 2 jours, je vous ai dit, quand vous analysez le situs abdominal, estomac, aorte, veine cave inférieure, veine ombilicale et vésicule. Et là, tiens, c'est bizarre quand même. 1, 2, 3 vaisseaux. Il faut bien que le vaisseau supplémentaire il vienne de quelque part. Il vient d'où? C'est le collecteur. C'est le vaisseau qui vient issu du collecteur et qui vient se jeter dans la circulation ombilicale. Le voilà ici. OK? Vous voyez que, à la limite, si vous aviez analysé extrêmement finement
le situs abdominal, vous saviez déjà qu'il y a quelque chose au-dessus. Et c'est toujours vrai, hein. C'est toujours vrai. Une grosse aorte qui est à droite, attention, il doit y avoir un truc au-dessus, genre phallo, hein. Ensuite, deux vaisseaux ici, pas de veine cave inférieure, égale retour veineux azygos, égale isomérisme gauche. Regardez en détail chaque plan. Alors évidemment, de temps en temps, vous pouvez avoir des images qui vous interpellent et qui sont un diagnostic différentiel d'un collecteur. Hier, quelqu'un m'a parlé de ça. Vous voyez, on a vu un fœtus en train de déglutir. On est au 3e trimestre. On a une image anéchogène derrière l'oreillette. Sauf qu'en étant un tout petit peu patient, l'image, pof, elle disparaît. Il a avalé, c'est réglé. Ça, c'est beaucoup plus rare. C'est un kyste neurantérique où vous avez effectivement une formation ici anéchogène derrière une oreillette gauche, mais associée à des anomalies vertébrales. Donc, le diagnostic est fait. Vous avez aussi assez facilement des kystes bronchogéniques, parce que les kystes bronchogéniques, comme le montre cette ancienne image, ils sont situés dans 90% sous la carène bronchique, donc exactement dans la région où on peut avoir ce collecteur. Et donc le rôle du cardiopédiatre, eh ben, c'est la transition avec notre ami cardiopédiatre. Merci. Ah oui, non, on est vraiment, on a repris le retard, on a un petit peu. Maintenant la parole à notre cardiopédiatre Saïd Chtreibi, que nous remercions vivement pour l'acceptation. Et justement, quand ces enfants naissent avec une cardiopathie, il faut toujours avoir un. C'était magnifique, magnifique, super. Eh bien, vas-y. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier Sia Keke de m'avoir invité pour. Je crois que ça ne marche pas très bien. Hein? Là, c'est du direct. Alors. Merci beaucoup, Sia Keke, pour cette invitation. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ce congrès en présence de gynécologues et de radiologues. Alors, la première question que je me suis... Alors, la première question que je me suis posée quand il m'a demandé de parler de ça, c'est comment est-ce que je peux intéresser un petit peu les gynécologues et les radiologues. Moi, je ne suis pas écofétaliste du tout, hein. Je suis cardiopédiatre. Et donc, je m'occupe un petit peu des bébés quand ils naissent après leur naissance. Oui, à Casa. Voilà, donc je me suis posé quelques questions et je vais essayer de répondre à ces questions-là pour ne pas trop vous ennuyer, hein, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de détails, à la limite, qui ne vous intéressent pas beaucoup, mais vous êtes intéressé pour savoir quel type de parturiente, par exemple, va être à risque d'avoir une cardiopathie congénitale. Quand est-ce que je vais faire un peu plus attention? Deuxièmement, l'intérêt aussi, bien sûr diagnostic, mais ça, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas du tout mon domaine, l'écofétal. Le pronostic de ces cardiopathies, c'est extrêmement important, à mon avis, et vous devez un petit peu le savoir. Il y a des cardiopathies qui sont compatibles avec une vie, il y a des cardiopathies pour lesquelles il faut faire quelque chose de rapide juste après la naissance. Est-ce qu'on peut faire diaporama? Ici. Non, là, c'est bien. Voilà. Je suis désolé. Hein. Même technique, Ouais, quel que soit le congrès, il a toujours ces petits virus.
رجاء. Des fois, sur la coupe 4 cavités, des fois c'est dur de poser le diagnostic de TGV. Et la 3 vaisseaux, est-ce qu'elle peut être plus intéressante? Parce qu'on n'a pas la ligne des 3 vaisseaux pour le TGV. Je ne comprends pas ta question. Ta question est mal posée, si je peux me permettre. Coupe des 4 cavités, tu me parles de la coupe des 4 cavités, c'est... Voilà, je réponds juste et la coupe des 4 cavités, c'est le plan d'admission. La TGV, c'est-à-dire l'artère pulmonaire, l'aorte, c'est la voie d'éjection. Donc, ce n'est pas sur la coupe des 4 cavités que tu vas faire le diagnostic de TGV. Tu vas voir ta coupe des 4 cavités, tu vas identifier tes cavités, et ensuite, tu vas monter un peu pour être dans la voie d'éjection et voir quel vaisseau part de quel ventricule. Donc, ce n'est pas sur la coupe des 4 cavités. Ah bah, bien sûr que la coupe des 3 vaisseaux, elle ne va pas être normale. Et j'ai parlé du croisement des gros vaisseaux qu'il faut abandonner. Bien sûr, elle n'est pas normale.